Donc, qu'est-ce que c'est que le modernisme mexicain et d'où ça vient? Donc, le modernisme mexicain vient de trois influences majeures, les impressionnistes, les cubistes et le dadaïsme. Donc, l'impressionnisme, en fait, je vous ai mis un exemple mexicain, Cloud de Gerardo Murillo. Là, du côté du cubisme, je vous ai mis un exemple de Byron Chavez, qui est non titré. Une pièce qui date de 1941, en haut à droite. Et en bas à droite, c'est Cut with the Kitchen Knife de Anna Hosch. Donc ça, c'est une dadaïste allemande. Je vous montre un peu le détail. Voici en gros le détail du collage d'Anna Hosch. Comme vous voyez, ça a été fait en 1919-1920, donc c'est après la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment un collage. Mais le dadaïsme n'a pas juste que du... C'est pas juste du collage dans le mouvement, là. Ça, c'est une forme. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, moi, c'est pour m'en dire que pour bien comprendre la fragmentation dans l'art moderne, il faut que ça passe entre autres par la psychanalyse. Et en même temps, c'est mon dada. Je ne m'en cache pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un peu ce qu'en pensent les psychanalystes face à l'impressionnisme, au cubisme, au dadaïsme. Donc, là, on va aller vers l'art impressionniste. Moi, je ne refais pas toute l'analyse de l'art impressionniste parce que Alexis l'a déjà fait. Donc, je crois qu'il a fait vraiment une belle job. Donc, moi, de mon côté, je vais vraiment juste parler de l'interprétation psychanalytique de ces trois formes-là rapidement. Donc, chez les psychanalystes, l'impressionnisme, parce que c'est déjà, d'ores et déjà, on est en train de reproduire la réalité face à la fonction très primitive et biologique de l'œil. On est dans l'œil qui capte tout, juste en lumière et en couleur, sans vraiment, en nuance de couleur, sans vraiment aller vers une représentation de la réalité. On va dire, selon Lacan, que c'est la pulsion scopique qui va éclairer le sujet. Dans le fond, la pulsion scopique, c'est ça qui élude complètement le terme de la castration. La castration, c'est dans la phase d'Édipe, là où le père ordonne à l'enfant sa loi et il lui donne son nom. Le nom du père, la loi du père. La loi du père a juste deux impératifs: ne pas coucher avec la mère, ne pas tuer le père. Donc, dans le fond, un peintre, c'est quoi? Ben, il est motivé par une pulsion scopique. Quand on est dans l'impressionnisme, on va à la pureté. On n'est plus dans ce que le conscient nous ordonne de faire, on tombe dans le préconscient. On tombe dans l'illusion de la conscience de savoir se voir ou s'élide le regard. C'est se tourner dans l'état hors symbolique, un état qui est un peu plus primitif. On essaye de s'affranchir du dessin contour ou des lignes de perspective selon la fougue. C'est se débarrasser des conventions sociales, du conscient, revenir à l'état d'enfant qui découvre le monde par un regard pur, sans interférence. C'est la subjectivité au lieu de l'objectivité. Et c'est sublimer la frustration du devoir de rendre compte de la réalité en retournant avant la phrase d'Édipe. Bon, maintenant, le cubisme pour les psychanalystes. Donc, du côté du cubisme, les psychanalystes vont dire que le cubisme déconstruit l'image, donc le portrait est défait. On revient en arrière, on revient dans la phase du miroir, donc la phase prégestale primordiale, quand l'enfant a environ 18 mois, c'est comme si on revenait avant ça. Donc, c'est plutôt, on n'est plus dans le désir de l'autre, de l'objet A, c'est-à-dire de la toile ou de la création, mais on est dans le désir du désir. On est dans un désir sans forme. Donc, l'effet des formes est plus important que le signifiant, que le symbole que cela représente. L'artiste va fragmenter la réalité pour la modeler selon ses pulsions, ses désirs, ses frustrations. On est vraiment dans... on se rapproche beaucoup de la pulsion pure. On est un peu comme dans le moi, si on veut dire, le surmoi, qui est
des pressions sociales, des pressions qui viennent avec la vie adulte. Le moi, c'est comme le petit enfant à l'état pur. Donc, on est vraiment dans le moi. Et chez les dadas, vous allez voir que c'est encore plus profond que ça. Et chez les dadas, c'est encore plus profond. Dans le sens, c'est que c'est une régression ultime qui précède le langage. On va dire que c'est le premier vagissement du nouveau-né, dada. On n'est plus des nourrissons, mais des aères. Nous voulons tout recommencer. C'est la fragmentation des idées, des idéaux furtifs, et comme une conversation à bâton rompu où il n'y a pas de sens. C'est ce qui rapproche le plus de Linefall, la thérapie par la parole libre, comme disait Freud. Freud disait que Linefall, c'est une thérapie très efficace, pas par rapport au dada du tout, là. Dans le fond, c'est la phase fétale ou de la naissance. Donc, on est vraiment dans le ça, la pulsion animale. Donc, le ça, le moi, le surmoi. Le surmoi, c'est le social, c'est les conventions très strictes. Le moi, c'est le petit enfant pur. Et le ça, c'est sa pulsion, c'est l'animal. Donc, le dadaïsme, je vous ai mis la petite image de Fontaine de Marcel Duchamp, qui est une œuvre phare du dadaïsme. Parce que je trouve que ça représente bien l'idée. L'idée que l'objet d'art est en train de mourir. L'art se meurt. Il n'y a plus d'objet d'art et en même temps, on en trouve partout. Il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de linéarité. On remet en cause la narrativité. Ces artistes-là, ils mettent même en cause la notion de représentation. La plupart des œuvres sont accompagnées de contestations, même un caractère plus ou moins représentation. On se représente soi-même, on est dans des happenings. Donc, ça va mener au surréalisme qui est qui tombe beaucoup dans le fantastique. Puis, dans les mouvements pop, Andy Warhol et les happenings très minimalistes comme ceux de Yoko Ono dans les années 50 et 60. Donc, on est vraiment dans l'objet usuel qui est esthétisé ou qui représente une partie de l'art et l'art qui se meurt. On dépasse le tableau, le cadre. On a un regard vraiment très satirique sur ce qui se passe en art et en même temps très fasciné, un peu comme un enfant où pour lui tout est possible et à la fois impossible. Pourquoi je vous ai parlé de ces trois mouvements-là? Parce qu'ils se retrouvent dans le modernisme mexicain. D'abord, parce que c'est les influences majeures. Les modernistes mexicains, c'est des gens qui ont été étudiés en Europe et qui sont revenus et qui ont décidé d'appliquer les mouvements d'innovation européens à leur propre culture. D'une autre part, parce qu'ils sont allés plus loin en allant puiser dans les sources personnelles, les sources historiques et les sources autochtones, la diversité, le savoir ancestral, comme vous le verrez plus tard. Donc, le modernisme mexicain, comme vous le voyez, c'est un mélange entre tradition, savoir autochtone, l'autochtonie et les tendances européennes en vogue. Donc, en haut à droite, vous avez Ruth Asawa qui a fait des lampes suspendues, mais dans le savoir ancestral, en métal, là, en espèce de petite broche, mais c'est avec le savoir ancestral des faiseuses de panier chez les Mayas. Après ça, Study for Camino Real d'Annie Alberts, c'est un tissage des zapatos. Donc, elle a repris la technique des zapatos pour créer un tissage en mémoire, en hommage. Vous avez Learning to Weave in Taxu Mexico. Donc, ça aussi, c'est les Mayas. C'est un tissage Maya de Sheila Hicks. Donc, elle a repris le savoir ancestral des Mayas, comment ils tissaient le tapis, les choses, mais leurs vêtements. Mais elle l'a adapté pour une œuvre moderne dans les années 50. Donc, qui était Diego Rivera? Diego Rivera est né en 1886 au Mexique, d'une famille de classe moyenne, mais assez éduquée, des penseurs, des libres penseurs. Il va entrer à l'école des beaux-arts à 12 ans, tellement il est bon. J'ai oublié de préciser que son frère jumeau est mort en très bas âge. Il était jumeau identique. Donc, il va passer de 1907 à 1916 en France. Il va étudier, il va avoir une bourse, il va étudier à Madrid, après ça à Paris. Il va faire partie du cercle des impressionnistes et des cubistes. Il va avoir une relation de mentorat et amicale très importante avec Pablo Picasso. À son retour au Mexique, là, il est un marxiste communiste très, très radical. Et puis, ça va être le début de sa période des grandes murales, là, des fresques.
Et ça tombe en plein milieu de la guerre civile. Donc, lui, il a un camp vraiment très tranché par rapport à ça. Il va rencontrer Frida Kahlo quand il a 43 ans. Il va la marier. Elle avait 22 ans. Et après ça, il va aux États-Unis réaliser des fresques pour Rockefeller et Ford pendant 3 ans, de 1930 à 1933. Il va être un artiste très critiqué et controversé, même s'il avait une grande carrière. Déjà, 43 ans, il a une carrière mondialement connue, mais il est vertement critiqué par ses pairs de son pays. Il va mourir en 1957, soit 3 ans après la mort de Frida. Donc, ici, je vous ai mis 4 images. En haut, à droite, vous avez un portrait cubiste de Diego Rivera. Il a fait le portrait de révolutionnaire durant la Révolution mexicaine. Donc, ce portrait-là, on voit vraiment les notions... on a la déconstruction typiquement du cubisme avec un hommage à la période bleue quasiment de Picasso, et en même temps, on voit l'espèce de petit foulard qui ressemble à un tissage traditionnel mexicain. Donc, on est vraiment dans l'alliage entre le traditionnel et les nouveautés européennes. Ici, moi, je dirais que dans son cubisme, Diego Rivera, il va beaucoup déconstruire. Il déconstruit beaucoup l'image de la Révolution, pas parce qu'il n'aime pas la Révolution, mais il essaie de voir... Lui, il l'idéalise d'une certaine façon, et elle ne va peut-être pas dans le sens où il voudrait. Il est un communiste marxiste-léniniste convaincu, donc la Révolution va se terminer en 1920, et peut-être pas avec tous les beaux tournants qu'il aurait préféré avoir. Plus bas, vous avez les enfants sous les grands tournesols. C'est une autre de ses grandes œuvres quand il a fait de la peinture figurative. Et celle-là, elle ressemble beaucoup à du Gauguin, vous remarquerez. La perspective est presque annulée. La fragmentation se fait dans l'absence de perspective d'abord, et ensuite dans le contraste entre ces petits enfants-là qui sont visiblement autochtones par la couleur de peau et les poupées qui lui sont offertes. C'est des poupées qui leur sont offertes, c'est des poupées visiblement très blanches. Ensuite, vous avez au centre en haut, à droite, une image d'une fraise de la Révolution. C'est le début de sa période des murales. Et là, on voit Frida Kahlo au centre, ce qui est impossible parce qu'elle n'a jamais fait la Révolution, avec des femmes et des hommes qui travaillent ensemble pour concrétiser la Révolution avec le drapeau, le petit drapeau communiste. On sait très bien que beaucoup de choses là-dessus sont anachroniques et les dessins ressemblent presque à c'est un peu cartoon. Il y a même un petit bébé qui aide, donc c'est complètement impossible. On est dans l'idéalisation de la Révolution. On est dans l'idéal aussi, donc la pensée fragmentée de Diego Rivera ici, c'est que pour lui, sa femme est une guerrière. Non seulement ça, mais tout le monde peut être des guerriers et tout le monde peut prendre part à la Révolution communiste. Sinon, complètement à gauche, la grande image que vous voyez un peu en flou, malheureusement, c'est un des murs du Palacio Nacional de Mexico. Et c'est la fresque qui parle de l'histoire du Mexique. Ça fait tout le palais au grand complet. Peu importe l'angle qu'on choisit, il y a une image. C'est de toute beauté. Et il va raconter l'histoire du Mexique selon son interprétation personnelle, ce qui lui sera vertement critiqué. Parce qu'il met entre autres la Malinche, qui est un personnage historique très controversé pour les Mexicains. Il la met absolument partout. Et il inclut sa femme, il inclut plein de caméos. En fait, Diego Rivera fait vraiment un Où est Charlie? Et il va mettre Hernán Cortés à 18 places aussi, et il se fout un peu de la chronologie. Lui, il y va selon ses propres valeurs, et c'est vraiment un melting pot des plus notables, des grands évêques avec des guerriers zapotèques, des guerriers nahuatl, des guerriers mayas. Donc, il se fout un petit peu, de l'ordre. Il mélange tout ça ensemble. Voici, là, entre autres, quelques détails où on voit Marinari. Donc, on la voit avec son fils, tandis qu'il est en train de parler avec des missionnaires jésuites et pratiquer un sacrifice. On la voit en train d'aider
d'aider en cuisine. On la voit derrière des missionnaires, en train de pleurer. Elle est absolument partout avec son bébé, avec Martin Cortés ou seule avec lui, avec Hernán Cortés. Et puis, c'est ce qui va être aussi la source du conflit avec la plupart des médias à l'époque, parce que au début du 20e siècle, il y a toute une campagne qui vient en fait de Madrid, ça ne vient pas du tout du Mexique, où on dit que la Malinche est un personnage horrible et qu'il ne faut pas en parler. Et encore aujourd'hui, quand quelqu'un fait de quoi de mal au Mexique, on va dire « t'es malinchista, t'es traître à ton sang ». C'est pire qu'être le diable. Et Diego Rivera n'est pas d'accord avec ça. Il trouve que c'est horrible et lui, il décide de la mettre absolument partout. Et parfois, il l'habille en costume d'époque, en costume du 19e, comme le petit détail que vous avez en dessous à droite, là, et on la voit en train de discuter avec des hommes du début du siècle, et tout près de la Muerte, et vous avez derrière Frida et Diego Rivera quand il était enfant. Diego Rivera se met en scène aussi dans ses fresques. Il est abondamment caché. C'est un peu comme un Où est Charlie? C'est le plaisir d'essayer de trouver Diego, trouver Frida et trouver la Malinche. Parce que les trois figures sont absolument partout. Et dans tous les cas, il est en train de raconter une histoire, mais il la raconte selon son regard à lui. Et c'est ce qui va créer des conflits avec les médias, avec les historiens, parce que surtout les historiens politisés qui disent « Non, mais on ne parle pas de ce personnage-là, elle est traite à son sang, elle a donné un fils à Hernán Cortés, c'est lui qui nous a décimés, maintenant. » Lui, il dit « Ben non, mais regarde, moi je l'aime, je l'avais partout, si t'es pas content, regarde la peau. » C'est vraiment sa vision à lui qui prédomine par rapport à tout le reste. Ici en haut, justement, vous avez une journée au parc d'Alameda. Justement, là, la grande fresque, on la voit au complet, qui est dans le parc en question dont je parlais. On voit très bien la Muerte au centre, la Malinche encore en costume jaune, Frida, petit Diego, alors que Diego était visiblement plus vieux que Frida au moment où il l'a rencontré. Et en bas, vous avez la fresque qui était faite à l'usine Henry Ford à Détroit. C'est un des murs et c'est de toute beauté. Dans le bas, on a les gars qui travaillent à la chaîne, puis on a même des gens malades à gauche, très verts. Et ensuite, plus on monte, ben là, il y a comme une strate de roche qui rend un peu la communication impossible entre ces grands sphinx-là et les gens en bas. Et on a à gauche, complètement en haut, la Première Guerre mondiale avec les masques à gaz, et à droite, complètement en haut, une scène pseudo-religieuse, parce que Diego était athée convaincu, il ne voulait rien savoir de la religion. Donc, c'est un peu de la... c'est ironique. Dans le fond, ces grands sphinx-là, c'est qui? C'est les riches. Les riches qui ont les mains pleines et qui ne font que donner du travail aux employés. Les employés qui forcent au travail, qui se rendent malades, qui en meurent et qui ne sont payés qu'un salaire de misère, alors que les riches s'en mettent encore plus dans les poches. C'est vraiment une critique. Celle d'en bas, c'est une critique du système économique américain, des États-Unis, comparativement à l'autre, qui est l'histoire du Mexique. Et c'est son interprétation personnelle. Donc, ces deux toiles-là me font énormément, ces deux fresques-là, mais presque toute l'œuvre de Diego Rivera, me fait penser à Éric Plamondon, d'ailleurs, la trilogie 1984, où tout se passe dans les anachronismes, où on mélange des personnages, on va mélanger le personnage de Rivage, qui est l'alter ego de Éric Plamondon, à des grands de ce monde comme Johnny Weissmuller ou le fondateur de Apple. Et en parallèle, on va rajouter la déchéance, les mauvais coups de ces gens-là aussi, puis la perte de... quand ils ne sont plus aussi riches et célèbres qu'avant. Donc, il y a un regard admiratif et acerbe. Et c'est la même chose du côté de Diego Rivera. Il y a toujours ce regard-là où il est très admiratif, il est impressionné, mais il y a quand même l'espèce de jugement communiste très dur, très, très catégorique sur différentes choses auxquelles il est confronté.
Ici, on a Man at the Crossroads. Je vous en ai parlé un petit peu. Je vais résumer avec ça. Man at the Crossroads, c'est la toile commandée par Rockefeller pour son building à New York. Et cette toile, c'était pas une toile, c'était une murale, excusez-moi. Et la murale sera détruite. Dès qu'il va voir que la face de Lénine sur la murale, il va dire non, Rivera, tu m'enlèves ça, sinon je détruis tout, puis j'arrête la bourse, la subvention à laquelle il avait droit avec le permis de travail. Diego Rivera ne va pas se laisser atteindre par la menace, il va continuer son œuvre. Et Carlos va voir qu'elle n'est pas enlevée. La face de Lénine, on la voit même très bien, elle est à droite, là, entre le rayon de lumière. Il va carrément faire détruire la fresque et il va renvoyer Diego chez eux. Diego a eu le temps, entre-temps, de prendre des photos et il va refaire la fresque au Mexique. Et encore là, vous voyez tellement c'est fragmenté. On a la science, on a l'homme au milieu, on a la machinerie, on a la nature en bas, la religion à gauche en haut, on a les Jeux olympiques, on a la révolution, on a le peuple... On a les années folles, les gens qui dansent. Après ça, on a les manifestations pour les syndicats. Et en haut, complètement à gauche, on a la Première Guerre mondiale avec les deux grands miroirs reflètent tout sur le visage de l'homme. C'est un peu cartoon. En même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette grande fresque-là. Et il y a des personnages... entre autres, on a Darwin caché à quelque part. On a Diego caché à quelque part. Et Diego, il est toujours partout. Donc, c'est une espèce de Oui Charlie tout le temps dans ses murales. Et pareil, il va peindre Frida, il va la cacher à quelque part. Il va peindre la Malinche, il la cache à quelque part. Donc, je l'ai dit. Donc là, on est vraiment dans l'homme et l'hommerie, le beau, le laid, l'impressionnant et le médiocre. C'est ce qui fait la force de cette œuvre-là et ce qui a fait aussi qu'elle a choqué les gens. Et à quelque part, c'est là que je vois l'essence de sa fragmentation où tout est possible et rien n'est possible. On est vraiment dans l'esprit du dada, en même temps on sent les autres influences un peu cubistes, un peu impressionnistes par moments. Du côté de Frida Kahlo, elle, c'est un petit peu plus... C'est vraiment différent. C'est ça qui est le fun, c'est que vous avez deux personnes qui se sont mariées, qui ont vécu presque 50 ans ensemble, ils ont divorcé, ils se sont mariés, ils ont vécu... En tout cas. Mais ils ont des visions très fortes l'une et l'autre. Elle aussi, elle était athée, marxiste, communiste, marxiste-léniniste. Elle a eu une aventure avec Léon Trotsky quand même. Donc, tu sais, mais les deux côtés, ils ont... Leur rapport à l'art et à la fragmentation est complètement différent. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, Frida Kahlo, elle est née en 1907. Elle va faire changer sur son passeport 1907 pour 1910, l'année de la Révolution mexicaine. Mais elle est née vraiment en 1907. Ensuite, elle va avoir une vie... sa mère, elle est mexicaine. Mais du côté maternel, c'est toutes des autochtones. Du côté paternel, c'est toutes des généraux mexicains. Donc, c'est un peu comme les hommes un peu hispanophones qui ont marié des autochtones. La relation un peu, mariage, affranchissement d'esclavagisme. Puis de l'autre côté, le père est un transfuge allemand et elle vit dans un milieu bourgeois très éduqué de Mexico. Sa vie est marquée par la souffrance. Elle a eu une poliomyélite enfant. Elle va toujours garder une boiterie. Après ça, elle va avoir un accident très, 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 très grave dans un autobus. Elle va rester elle va garder des séquelles permanentes très, très graves, très handicapantes. Et elle va faire 3-4 fausses couches. Elle va vivre une amputation à la fin de sa vie. Ça n'arrêtera pas. Elle va être en souffrance permanente toute sa vie. Après des études interrompues en médecine à cause de l'accident, elle va se former toute seule en art visuel. Et c'est ce qui va lui sauver la vie parce que les médecins ne sont même pas sûrs après l'accident qu'elle va survivre à ça puis qu'elle va continuer qu'elle va pouvoir continuer à vivre plus tard. Et ils pensent qu'ils ont juste acheté un peu de temps. Et finalement, elle dit que ce qui l'a gardé la tête hors de l'eau, ce qui lui a permis de récupérer de son accident et de pouvoir marcher à nouveau et d'avoir une vie aussi longue, c'est la peinture. Donc, elle va rencontrer Diego Rivera, elle va le marier à 22 ans. Entre 1930 et 1933, elle va s'installer aux États-Unis avec Diego Rivera. Ensuite, quand elle revient, en 1938, elle divorce parce que Diego a couché avec sa jeune sœur, Katrina.
Et elle va exposer à Paris en 1939, première grosse exposition. Et ensuite, elle va donner des classes maîtres de peinture à l'École des beaux-arts de Mexico. L'École des beaux-arts, ben, elle ne peut pas vraiment se déplacer. En tout cas, elle est en grosse souffrance, fait qu'elle va presque dans un lit, là. Ils sont obligés de la déplacer. C'est toute une histoire de maître pour être capable de la déplacer là-bas. La sortie de la Casa Azul, sa maison familiale. Elle va avoir une fin de vie marquée dans la douleur. Elle meurt en 1954 d'une embolie pulmonaire selon le rapport médical du médecin qui est venu constater le décès. Mais entre les branches, ça s'est su plus tard que c'est Diego Rivera qui l'a aidé à mourir. Donc, il a fait l'aide médicale à mourir avec une overdose de morphine. Donc, les peintures de Frida, c'est beaucoup marqué par... c'est des peintures inspirées du dadaïsme, et ça va devenir un peu surréel. Et puis, c'est marqué par la souffrance physique et la souffrance morale, parce que c'est une femme qui était bipolaire aussi. Elle a même fait de la psychanalyse à un moment donné. C'est une des premières femmes à être psychanalysée au Mexique. Mais ça ne marchera pas. Elle va être psychanalysée pendant 2 ans, à un moment donné, vers la fin de sa vie, parce que là, elle s'invente plein de mots. À la fin de sa vie, elle rajoutait des mots pour être capable d'avoir d'autres opérations. Et ça en venait un petit peu, ça en venait harcelant pour les médecins, autant aux États-Unis qu'au Mexique, parce qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus vraiment faire grand-chose pour elle. Puis là, il y a un médecin qui a comme un peu diagnostiqué un syndrome de Munchausen en disant, là, elle s'invente des maladies parce que ça lui permet de faire l'intéressante, ça lui permet aussi d'aller chercher la sympathie des autres, de faire pitié. Puis en même temps, ça lui a permis aussi de se remarier avec Diego. T'sais, elle a attiré un peu la pitié avec Diego. Diego aussi, il l'aimait encore. Donc, on voit un peu une dynamique malsaine. Puis tout le long, elle a été marquée par des gros bas, des dépressions, après ça, des périodes d'exaltation. Elle était déjà... et la peinture lui permettait, comme elle dit, de ne pas fragmenter son esprit, de pouvoir se tenir d'un tout elle-même, et de composer avec toute cette souffrance physique et morale-là qu'elle endurait jour après jour. Donc, la fragmentation, la perte de réalité, elle l'exprimait par la peinture. Ici, on a la colonne brisée, qui est une de ses œuvres phares, qui montre la souffrance, les aiguilles, les petits clous partout, et en même temps, sa colonne en métal qui fait référence à l'opération qu'elle a eue aux États-Unis, qui n'a pas très bien fonctionné pour elle, qui a plutôt empiré sa qualité de vie au final. Donc, aussi, le problème de maniaco-dépression ou de bipolarité là, qui lui a été diagnostiqué, ça vient aussi de plusieurs fausses couches. Je l'ai dit, 3-4 fausses couches. Celle qu'on voit là, à gauche, c'est la peinture Henry Ford Hospital à Detroit, qui est une des peintures qu'elle a fait là-bas. Et c'est quand elle a perdu son petit garçon, le fils de Diego, à peu près autour de 5 mois de grossesse. Et ils ont dû sortir le bébé par césarienne parce qu'elle est en train de mourir. Et là, ils ont dit, non, là, c'est beau, là, je pense qu'on a compris que tu n'es pas capable d'avoir des enfants parce que ça y avait été suggéré de garder le bébé. C'est un médecin de Détroit qui a dit, non, mais je vais te faire une césarienne, puis ça va bien aller, tu peux le mener à terme, même si ton bassin était cassé à 3 endroits, puis que ta colonne est foutue, je vais être capable de t'arranger ça. Il va peut-être naître un peu prématuré, mais ça va être correct. Puis finalement, à 5 mois, le placenta s'est décollé. En tout cas, c'était une histoire d'horreur. Et elle l'a perdu. Et elle a dû avoir une énorme opération pour être capable de sortir le bébé de là. Et elle va peindre cette peine-là, cette souffrance morale-là, elle la peint. Elle fragmente aussi l'espace. On voit tous les cordons ombilicaux qui amènent vers l'escargot. L'escargot pour la lenteur de l'opération, parce il semblerait qu'elle ait été consciente d'une grande partie de l'opération. Le bébé qu'elle a perdu et son petit Diegolito, et aussi son utérus, l'image médicale de son utérus, l'utérus qui ne fonctionne plus, l'utérus qui est un peu la matrice incapacité. Donc, ça, c'est une des raisons aussi de sa dépression, de ses multiples dépressions, c'est ses multiples fausses couches. Mais celle-là, ça a été parmi les pires. Ensuite, en haut à gauche, vous avez unos cuantos piquetitos. Donc, cette peinture-là, c'est un hommage aux Aztèques, oui, mais aussi, c'est une autre problématique de sa vie, c'est que, Diego la trompait
abondamment. Donc, c'est pas pour rien que Diego est à côté d'elle ensanglanté avec un couteau dans les mains. C'est parce qu'à chaque fois qu'il la trompait, c'est comme s'il lui donnait un coup de couteau. C'est sûr qu'elle s'en accommodait un peu de ces tricheries-là, puis elle-même est allée le tricher avec des femmes, puis avec Léon Trotsky pour se revenger. Mais il a quand même, à un moment donné, couché avec sa jeune sœur à elle, là, Katrina. Donc ça a été comme... Non, c'était too much. Et la peinture a été faite justement un peu après le divorce. Et cette peinture-là montre la souffrance. Et on a les deux oiseaux qui s'envolent. Donc, ces deux petits garçons, les deux grossesses les plus avancées là, qu'elle a perdues ou elle a dû aller à l'hôpital. En bas, justement, là, on la voit à bas au centre avec le soleil, qu'elle est nourrie par la mort, elle est gavée par le crâne, la muerte. C'est toute la souffrance qu'elle endure. À un moment donné, vers la fin de sa vie, ben, elle était alitée complètement. On a l'autre à droite, en bas, où c'est elle-même avec son harnais, après ça, son corps dans un linceul, le jour et la nuit. C'est sa relation froide avec sa mère, mais aussi la souffrance physique qui revient, la dépression, l'effet d'être dans un désert où tout se craque autour de soi. Donc, on est vraiment un peu dans l'autofiction. On est dans une fiction symbolique. On est dans le symbole souvent, dans le fantastique. Mais en même temps, on est dans une représentation du réel très crue, très dure. Donc, moi, j'associe vraiment Frida à l'autofiction. Par contre, par exemple, Borderline de Marie-Cécile Labrec ou Folle de Nelly Arcan. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Ici, c'est une de ses plus belles œuvres. Elle a fait énormément d'autoportraits, mais celui-là, Diego on My Mind, il est très intéressant parce que je l'ai expliqué plus tôt. Je termine là-dessus. La Corolla, le costume de mariée traditionnel, là, et toutes ces racines qui partent, et Diego qui est au centre de son troisième œil, et les grandes fleurs qui montrent un peu le rang social élevé chez les Aztèques, les Mayas et les Nahuatl. On voit vraiment l'héritage culturel autochtone, multiple, mais aussi l'obsession qu'elle avait pour son mari, cet amour-là. Elle dit, moi, j'ai vécu 2 chocs dans ma vie. La première fois, quand j'ai été renversée par un bus, j'ai eu 2 gros accidents dans ma vie. La première fois, quand j'ai été renversée par un bus, la deuxième fois, quand j'ai rencontré Diego. Quand Diego est rentré dans ma vie. Quand elle parle d'un choc comme d'un trauma, c'est assez puissant. Et cette image-là, c'est le centre de son trauma. C'est d'aimer un homme corps et âme sans limite parce qu'elle est excessive. C'est une maniaco-dépressive. Donc, aujourd'hui, elle l'adore, demain, elle va l'haïr. Sans être capable d'avoir ce retour aussi intense, aussi excessif que ça, et avoir l'impression que ses racines sont partout, qu'elle n'est pas... qu'elle n'arrive pas à se fixer. La maniaco-dépression fait ça aussi. On ne se fixe pas. On est tout le temps dans l'exaltation ou dans la déprime totale. On n'arrive pas à se stabiliser et que pour elle, ben, son point focal, sa stabilité, c'est Diego. Cette peinture-là est vraiment intéressante pour ça. On a tout ce que le modernisme mexicain recouvre, selon moi, c'est-à-dire le lien avec l'héritage culturel, la technique du portraitisme, traditionnel, européen, et l'apport surréaliste ou l'apport dadaïste là, avec le surnaturel, l'effet un peu collage. Et cette toile-là, moi, elle définit Frida. Elle définit son rapport à la fragmentation dans le sens où elle se met elle-même en scène. Elle a créé un double d'elle-même, un double qui lui permet d'exulter ses crises de folie comme elle l'entend, et de pouvoir rester relativement stable dans le quotidien, dans le jour le jour, sans être internée, sans finir dans un hôpital psychiatrique pour le restant de ses jours. Donc, cette toile-là, pour moi, c'est vraiment la fragmentation du côté autofictionnel. Donc, comme je disais, vous avez Diego d'un côté qui est très politisé, qui est l'histoire, qui est la fascination envers les grands personnages, fascination-dérision. On est proche d'Éric Plamondon. Et ici, on a cette femme-là qui se promène entre fiction, autofiction, fantastique. C'est relatif, ça ressemble à Ma vie rouge Kubrick par instant. Hein. C'est glauque, c'est gore avec le sang.
Et en même temps, on a l'impression, des fois, la relation difficile entre la mère, dans ses peintures, la figure de mère est toujours difficile, on la voit pas très bien. La mère de Frida était très froide. Donc, ça laisse penser un peu à Erika Soucy, Les Murailles, quand elle essaie de se lier à son père. Elle, c'est son père. Le Frida, dans ce cas-ci, c'est la mère. Elle essaie de créer un lien avec le père parce qu'elle n'en a pas vraiment eu, Erika Soucy. Mais là, ici, on a Frida qui a tenté toute sa vie d'avoir un contact avec sa mère, un contact qui lui a été refusé. La mère n'avait pas d'intérêt. La mère était dure, la mère était froide parce qu'elle a été élevée par des généraux. Puis c'est comme ça qu'on élève des enfants. Donc, tandis que Guillermo Calo, son père, lui, elle et lui, ils étaient excessivement proches. Elle développait lui était photographe, puis elle développait de la photo avec lui. Donc, vous avez vraiment les deux pôles, mais dans un mouvement artistique. Et ça m'a vraiment, moi, ça m'a sonné des sons de cloche avec les lectures qu'on a faites en classe par rapport, et les exposés qui avaient été faits face à la littérature. Donc, j'espère que vous avez aimé. Sur ce, bon après-midi, au revoir.